Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la péruvienne Fiorella Herrera. Fioc, je crois, votre surnom. Oui. Vous êtes étudiante en biologie marine et vous avez fondé l'ONG We Can Be Heroes en faveur des communautés autochtones et vulnérables des côtes, des montagnes et des forêts du Pérou. Chère Fiorella, bonjour d'abord. Bonjour. Voilà, en français, formidable. J'aimerais que vous nous racontiez votre activité actuelle et dire qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour. Je m'appelle Fiorella Herrera, je suis péruvienne. Je suis fondatrice de l'ONG We Can Be Heroes, une organisation qui met en œuvre des projets socio-environnementaux sur la côte, la sierra et dans la forêt amazonienne du Pérou. Je me consacre à diriger divers projets en faveur de la conservation de la biodiversité et des différents écosystèmes au Pérou, tout en soutenant les communautés autochtones, paysannes et indigènes. Donc ma motivation, moi, elle vient du fait que le Pérou, c'est le 4e pays le plus méga divers de la planète et comment je ne pourrais ne pas avoir envie de le préserver. Malheureusement, il n'y a pas de réelle volonté au Pérou de protéger cette biodiversité ni ces écosystèmes. Ils sont souvent considérés comme des ressources à exploiter et très souvent ces ressources, elles se trouvent dans des zones qui sont habitées par des milliers de communautés autochtones ou paysannes. Et on vient y extraire la richesse naturelle sans offrir en retour des alternatives d'emploi dignes ni l'accès aux services de base aux communautés concernées. Et c'est là que notre ONG intervient avec différents projets socio-environnementaux pour permettre à ces communautés de pouvoir avancer et se développer. Donc au Pérou, la question environnementale, elle est encore très marginale. La nature, elle y est vue avant tout comme une ressource, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce qui a conduit à une économie basée sur la surexploitation. Et donc on a une grande part du PIB qui en fait est liée à cette logique, avec des contrôles très basiques et très peu de transparence. Et un problème là qui va se poser, c'est que la loi forestière sur la faune sauvage a été modifiée, parce que jusqu'à présent, elle exigeait une vérification oculaire à 100% des spécimens mentionnés dans les plans de gestion des ressources forestières, et désormais ça ne sera plus nécessaire. Ils pourront faire uniquement une simple vérification par échantillonnage. Et donc cette réforme, elle ne vise pas la conservation, mais plutôt une flexibilité accrue et une réduction des standards de contrôle. Et donc ça va ouvrir la voie en fait à la déforestation massive de l'Amazonie. Et donc en conclusion, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est vraiment la modification de cette loi qui va pousser vers la déforestation et la perte de la biodiversité, alors qu'on est dans un pays très privilégié, dû à notre géographie et aussi à la nature verte que l'on a. Ça fait vraiment partie des choses que j'aimerais que les personnes qui prennent les décisions dans mon pays prennent en compte et fassent attention à cette biodiversité. Mais de manière très ironique, notre PIB a tout de même augmenté, notamment dû à l'industrie de la pêche, qui nous maintient stables, mais aussi l'industrie minière, pétrolière, le tourisme. Et donc malgré ce qui se dit, et malgré les nombreuses crises politiques, notre économie a su se stabiliser durant ces dernières années. Cependant, notre pays fait quand même face à de sérieux problèmes d'insécurité, qui sont aujourd'hui la principale préoccupation des citoyens dans mon pays, notamment l'ordre public, qui est également très fragile. Et on ajoute à cela l'absence de réels projets présidentiels crédibles pour 2026,
Je ne sais pas vraiment combien de personnes vont se présenter, mais pour l'instant, on a une liste de 40 candidats à la présidentielle. Et donc moi, un des thèmes qui me préoccupe réellement, c'est la surexploitation de la pêche, et pas seulement la pêche industrielle, mais aussi le fait que de nombreux bateaux rentrent dans nos zones pour pêcher toutes les espèces qui sont en danger, comme les requins ou autres. Donc j'aimerais vraiment que tout ce qui trait aux océans soit bien plus régulé. Et un autre thème qui me préoccupe beaucoup, c'est l'augmentation des assassinats des leaders autochtones, notamment ces 5 dernières années, tout comme la présence croissante de la minerai illégale et du narcotrafic dans les territoires autochtones et les zones protégées, parce que toutes ces économies illégales ne sont pas gérées par le gouvernement et ça impacte grandement la biodiversité et les différents écosystèmes de notre pays. Justement, par rapport à ces problèmes que vous évoquez et que vous prenez à bras-le-corps, est-ce que, en tant que femme, vous observez des différences avec les hommes qui luttent à vos côtés et est-ce que vous vous définissez comme une féministe ? Donc pour commencer, j'aimerais dire que le machisme est très fort dans mon pays et d'autant plus dans les territoires éloignés de la capitale Lima. Avec les autres hommes avec qui j'ai pu travailler ou avec qui partagent les mêmes luttes que moi, le problème majeur est que beaucoup ont de l'ego. Et je crois qu'ils ont du mal à accepter qu'en tant que femme, on puisse aussi réussir à dialoguer avec ces communautés, qu'on puisse par exemple naviguer sur la rivière Peke-Peke. Et donc de raconter les problématiques qui sont liées au narcotrafic, à l'exploitation minière illégale ou aux coupes illégales de bois. Et c'est un peu leur virilité qui semble parfois remise en question. Au début, ça a été assez difficile pour moi d'agir seule dans l'Amazonie, mais j'ai été accompagnée par 2 hommes et c'était notamment eux qui pouvaient parler aux chefs des communautés parce que moi, je ne pouvais pas le faire en tant que femme. Mais j'ai dû poursuivre sans soutien masculin et dialoguer directement avec les leaders communautaires parce que j'ai vu aussi que ça a donné du courage aux femmes locales qui se sentaient du coup plus légitimes à participer aux échanges et à exprimer leurs opinions. Je me suis rendu compte qu'en fait, le fait que moi, je puisse parler, ça élargissait le cercle aux femmes qui étaient là et ça leur donnait vraiment de la force et du courage au sein de leur propre communauté à elles. Moi, cela ne me dérange pas vraiment quand un homme tente de me rabaisser ou me dit que ce n'est pas un travail pour une femme, parce qu'au contraire, moi, je suis fière que mon travail soit vu, il soit respecté et que ça devienne une source d'inspiration et d'exemple pour d'autres et que ça soit quelque chose qui puisse être répliqué par la suite. Je ne dis pas que les femmes n'aient pas du tout d'ego, mais en tout cas, le fait que les hommes aient un ego plus fort, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué en travaillant avec des hommes dans le domaine de la conservation de la biodiversité et de l'environnement. Je reste engagée envers mon pays, même si beaucoup de femmes comme moi sont confrontées à la critique, à la discrimination du fait d'être jeune, femme, en ayant la peau claire, notamment dans les communautés autochtones ou les cercles militants, ou même dans les différents cercles dans lesquels j'ai travaillé. Mais ça ne m'a jamais arrêtée. Je crois fermement que nous inspirons chaque jour d'autres personnes à rêver et à agir. Et de nombreuses fois, j'ai voulu laisser tomber mes activités, mais comme ma mère me dit souvent, il faut de la persévérance. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se retourner et de voir ce rêve qu'on a eu et qui a amélioré la vie de nombreuses personnes. Et quand un rêve est collectif, je crois qu'il a un impact vraiment qui va au-delà de soi, peu importe qu'il soit porté par un homme ou par une femme. Ce qui compte, c'est vraiment que ce rêve devienne une réalité. Et sur la question de est-ce que je pourrais me définir comme féministe, je pourrais pas vraiment dire que je me considère comme une féministe, mais je me considère fondamentalement comme une personne égalitariste. Et pour moi, c'est quelque chose qui va un peu au-delà. Je crois que tous les êtres humains doivent être égaux, qu'ils doivent avoir les mêmes droits et doivent avoir les mêmes opportunités dans la vie. De mon point de vue, je crois aussi que la biodiversité a les mêmes droits que nous, même si beaucoup ne la considèrent pas ainsi, car on pense qu'elle n'est pas sensible, entre guillemets. Mais pour moi, tout est égal, indépendamment de nos caractéristiques, que ça soit ce qu'on ait reçu à notre naissance, notre apparence, notre culture, notre pays, notre religion, nos goûts. Et donc pour moi, si on est éduqué dans cette vision du monde, alors tout le reste doit venir naturellement. Merci beaucoup. C'est très clair. Nous allons passer peut-être maintenant à la deuxième partie. J'aimerais que vous nous parliez de votre vie plus personnelle. Est-ce que vous pouvez vous évoquer votre enfance et votre adolescence, votre vie personnelle actuelle
Et ce que vous aimez faire par-dessus tout quand vous en avez le temps. Donc dans ma jeunesse, j'ai toujours été très connectée avec la nature. J'ai eu l'opportunité de vivre à la fois dans la ville, mais aussi dans les montagnes. Enfin, je dis les montagnes, mais c'est pas vraiment les montagnes, mais on peut le dire comme ça. J'ai aussi pu vivre au bord de la mer, et donc c'est vraiment ce qui m'a connectée avec mon travail actuel. Et j'ai toujours pensé devoir faire étudier pour une carrière spécifique plus que d'aider les autres. J'ai toujours cru que la bonne direction, c'était d'étudier la médecine parce que c'était la voie directe pour aider les autres. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que toutes les voies, toutes les carrières possibles pouvaient aider les personnes d'une manière ou d'une autre. Et elles sont assez rares, les voies où on peut aider les écosystèmes et la biodiversité. Et c'est là où j'ai décidé de commencer à étudier un domaine où je pourrais justement travailler dans ce domaine. La biologie marine, donc. Actuellement, donc, je vis à Lima, au Pérou, qui est la capitale. Mais je voyage constamment à l'intérieur du pays, dans la Sierra, la côte et l'Amazonie pour les projets que je dirige. Donc comme vous le savez déjà, je suis vraiment passionnée par la nature et la biodiversité. Et c'est vraiment ce qui me pousse à continuer mes projets de conservation. Mon plus grand rêve, c'est vraiment de pouvoir préserver la plus grande biodiversité possible. Et du coup, j'essaye de commencer par le Pérou pour faire comprendre aux gens vraiment l'importance de vivre en harmonie avec cette biodiversité. Sur le sport, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est de courir, de faire du yoga ou du pilates. Et c'est là où vraiment je me reconnecte avec mon corps. D'un point de vue un peu plus culturel, ce que je préfère, c'est vraiment voyager dans les nouvelles communautés qui ont chacune des dialectes locaux. Et j'aime aussi beaucoup découvrir la culture inca et comprendre que c'est vraiment le début en fait, de toute notre histoire. Donc j'adore aussi lire un peu de tout. J'ai lu par exemple du livre d'Enoch au Petit Prince. Et en ce moment, un livre que j'aime particulièrement, il s'appelle Une brève histoire de presque tout de Bill Bryson. Mm-hmm. Et quand j'ai un peu de temps, j'aime aussi passer des moments tranquilles avec ma famille. J'aime aussi par exemple cuisiner un bon plat vegan, faire du trekking ou de la plongée. J'aime beaucoup aussi écrire sur ce qui m'arrive, mais pas de manière, pas comme un journal intime. J'aime vraiment écrire pour tirer un peu des enseignements de ce que je vis. J'aime aussi beaucoup écouter de la musique, que ça soit avec ou sans parole. La musique avec parole, ça peut être un peu des années 70 ou 80. Et la musique sans parole, c'est ce que j'appelle plutôt la musique classique pour moi. Et j'aime aussi parfois chanter. Je pense qu'une de mes chanteuses préférées, c'est Edith Piaf. Et c'est d'ailleurs avec elle que j'ai eu un peu mon premier contact avec la langue française. Et enfin, j'aime aussi beaucoup voyager avec ma famille, que ce soit des lieux d'enfance où on est déjà allé ou découvrir des nouveaux endroits. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur moi. C'est très complet, merci beaucoup. Vraiment, je n'en espérais pas tant. Je vois que votre passion et votre dynamisme ne s'arrêtent pas effectivement à votre activisme. Vous avez un appétit de vivre et qui est large, qui est divers comme l'est la biodiversité, quelque part. Merci beaucoup. Et votre enthousiasme est vraiment communicatif. C'est formidable. Si vous voulez bien, on termine par quelques questions du questionnaire à la manière de Proust. Quel est le principal trait de votre caractère ? Très, très humaine ou très humble ? Je ne sais pas. La qualité que vous préférez chez un homme et chez une femme ? L'honnêteté. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? Un bon sens de l'humour. Votre principal défaut et votre principale qualité ? Parfois, j'ai du mal un peu à mesurer le temps. Vous en avez beaucoup, des qualités. Je crois que c'est d'être passionné. Qu'est-ce que vous rêveriez d'être si vous aviez une baguette magique ? J'adorerais pouvoir conserver toute la biodiversité de la planète entière pour que les êtres humains comprennent qu'il est possible de cohabiter ensemble. Je n'ose même pas vous poser la question du pays où vous désireriez vivre. Le Pérou, j'imagine. Oui, c'est vrai, ça serait sûrement le Pérou parce que j'ai aussi un engagement avec ce pays. Mais pendant longtemps, j'ai voulu aller en Norvège
Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a un endroit au nord de la Norvège où tous les ans on peut voir les aurores boréales. Bien sûr, oui. Donc, si je pouvais choisir, ça serait là-bas. Bien. Vous avez une fleur préférée? C'est très difficile, je ne suis pas vraiment sûre. Honnêtement, oui, peut-être toutes les plantes, je crois que oui. Je les aime toutes, sauf peut-être les tulipes, car elles ne semblent pas vraiment réelles quand on les voit. Après, j'aime beaucoup aussi l'odeur du jasmin. Oui, c'est vrai que ça sent très bon. Bien. Vous avez un animal totem? Le dauphin. Pour une étudiante en biologie marine, c'est logique. Alors, vous parliez de cuisine tout à l'heure. Quel est votre plat favori, votre cuisine préférée? Les gnocchis. D'accord. Je préfère la nourriture italienne. Bien. Votre mot favori? Destin. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réforme politique qui a vraiment amélioré la société? Donc je vais répondre de manière plus générale parce que je pense qu'au Pérou, on est un peu au début de ces avancées. Mais j'ai vu quand même un réel engagement après la pandémie de nombreux pays, notamment européens, sur la conservation des océans et notamment la France, à protéger les écosystèmes marins. Et il y a les postures de nombreux pays sur la COP qui essayent de réduire aussi leurs émissions de gaz à effet de serre ou sur le recyclage pour protéger la biodiversité. Très bien. Est-ce que vous avez une devise ou un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Oui, c'est de le faire tout avec son âme. Très bien. Merci beaucoup, chère Fiorella, chère Fiocchi. Oui. Pour cet entretien complet et extrêmement enthousiaste et dynamique. Merci beaucoup. Nous avions à la traduction Aude Defline et à la console son, nous avions Iris Capron. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.